Au fond, moi, mes souvenirs me remontent aux années 50, oui. C'est-à-dire qu'au fond, il essayait de satisfaire trois types de clientèle, à la fois les vieux, les gens âgés qui avaient déjà tout un passé et qui voulaient revoir leur vedette, et donc il y avait des représentations entières qui leur étaient consacrées, soit sous forme de récital, soit sous forme de reprise des opérettes marseillaises d'avant-guerre, par exemple, qui n'avaient pas été créées à l'Alcazar d'ailleurs, oui. Mais qui avaient retrouvé leur place dans le lieu, ou bien aussi satisfaire les jeunes de 20 ans qui, eux, cherchaient un autre répertoire. Et donc, il ne faut pas oublier qu'à la même époque, l'Alcazar s'ouvrait à Dario Moreno, à Gloria Lasso et à toutes ces vedettes modernes pour l'époque. Et puis, les enfants accompagnés de leurs parents, j'étais pas le seul, qui faisaient, eux, leur initiation, je vais dire, à la chanson et au musical. Je revois Dubel avec un costume pratiquement blanc, en tout cas il était toujours en costume très clair. Et ce qui me fascinait, c'était les trompettes bouchées dans cet orchestre d'Alcazar. Parce qu'évidemment, en tant que petit gosse qui était aussi amené à écouter l'opéra, le style était différent. Alors là, la trompette bouchée dans cet orchestre-là, c'était le moment où je redécouvrais un autre monde. Et puis, évidemment, j'ai vu comme ça, j'ai pu voir Rélis, j'ai pu voir Daxeli, qui était un comique extraordinaire, qui reprenait d'ailleurs un certain nombre de rôles d'Aurélis, et puis également avait les siens, Frébert, puisque Daxeli et Frébert, par exemple, j'ai le souvenir d'une opérette qui n'était pas marseillaise, qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait beaucoup marqué, c'était Les Pieds Nickelés. Et donc, Daxeli en pied nickelé, il suffisait d'allonger un petit peu le nez, je veux dire, c'était parfait. Frébert, c'était très bien aussi. En revanche, je n'ai pas participé pratiquement à l'Alcazar de la jeunesse de mon époque, oui. Parce que je préférais honnêtement l'opéra. Et donc, comme je ne pouvais pas aller partout, de temps en temps, j'allais traîner mes guêtres au poulailler à l'opéra. Et là, je discutais aussi avec les vieux et j'ai égrené 100 ans de mémoire. Au cours de ces représentations mémoire, j'ai entendu Esther Lequin, qui avait à l'époque plus de 80 ans. Imaginez qu'elle avait commencé à chanter dans les années 1880. Et donc, quand je dis j'ai entendu Esther, elle devait avoir 15 ans à peu près, quand je dis j'ai entendu Esther Lequin, c'est presque Toutankhamon, le monstre du Loch Ness, etc. C'était une diseuse absolument délicieuse. Imaginez une femme qui avait plus de 80 ans, on aurait dit, j'allais dire, de ces papillons sur lesquels, quand vous soufflez, on a presque l'impression ou qu'ils s'envolent ou qu'ils vont se disperser au vent. Et avec ça, une diction, une précision, une merveille d'interprétation qui, malgré mon âge, pas simplement parce que c'était la grand-mère qui chante, mais malgré mon âge, j'allais dire, quand j'en parle encore maintenant, j'ai des frissons pratiquement. Donc des souvenirs comme ça, ce sont des souvenirs absolument exceptionnels, dignes de n'importe quel autre souvenir précieux que je peux avoir de tous les spectacles que j'ai pu voir par ailleurs. Je me souviens, c'est encore très ancien, d'avoir vu Gorlette dans une opérette marseillaise, et avec sa petite moustache, on l'appelait le Charlot marseillais, tout le monde le sait, et mon père m'a dit, écoute, on va, parce qu'en même temps on en profitait pour vendre ces blagues, il y avait un recueil de blagues, je vais acheter le recueil de blagues, tu vas venir avec moi, et on va lui faire signer l'autographe, parce que ça aussi, le vrai Marseillais des années 50, aussi bien à l'opéra qu'à l'Alcazar, c'est d'avoir la photo, l'autographe, la signature, pour certifier sur facture qu'il avait vu de ses yeux vus et entendu de ses oreilles. Et donc là, il me semble qu'il y avait, donnant sur la cour, un escalier qui montait à des loges. Et donc, il y avait la fameuse inscription, ici Charlot, etc. Ça, je me souviens de l'avoir vu, parce que du coup, mon père me disait, oui, Charlot, tu connais, etc. Bon, voilà. Et on tape, on ouvre la porte, c'était la loge de Gorlette, et là, je vois un vieux monsieur, déjà, qui avait plus ni ses moustaches, il les avait pas, c'était des moustaches pour la scène, qui était claudiquant, qui était avec une blouse blanche, on aurait dit un dentiste, et
Bon, bien entendu, il a été gentil, il m'a signé. Il m'a signé mon programme, enfin pas mon programme, mais son recueil de blagues. Et puis je suis parti bien content d'avoir vu Gorlette et en même temps très déçu. Alors ça, voilà, ça, c'est vrai que ça a été un petit peu l'envers du décor et la découverte de, bah oui, il y a le spectacle, il y a les paillettes, et puis il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. Alors, mon histoire... Voilà. Donc voilà hein, ce qui a construit Pierre Échinard dès la petite enfance. Alors, il a été, bien sûr, il a grandi, il est allé au lycée, et particulièrement au lycée Thiers. Et nous avons un témoin de ces années-là, M. Louis Digardia, que nous invitons à nous rejoindre. Voilà, qui pourra nous dire un petit peu quel a été le lycéen Pierre Échinard. Mesdames et messieurs, la brièveté nécessaire de cet hommage à Pierre Échinard, la nécessaire brièveté de mon hommage à Pierre Échinard va me contraindre à ne parler que de notre enfance et de notre adolescence, et je vais certainement avoir des difficultés pour résumer une amitié de près de 70 ans. J'ai en effet connu Pierre en 1954, en 5e au lycée Thiers, où nous étions voisins de pupitre. Très vite, nous sommes devenus amis et même, dirais-je, inséparables. Pierre habitait, ça a été dit, à la rue Saint-Féréol, en plein centre-ville, et je me rendais très fréquemment à son domicile. Ses parents avaient accepté notre amitié et bientôt, je peux dire qu'ils m'ont adopté. Et c'est ainsi que Pierre Échinard est devenu le frère que je n'avais pas eu. Alors, très jeune, il avait déjà une personnalité bien affirmée. N'est-ce pas ? Il était un peu plus grand que la moyenne, adolescent. Il arborait une abondante chevelure rousse, presque crépue, qui ne le faisait pas passer inaperçu. Naturellement musclé, il pratiquait beaucoup de sports, notamment le football et l'athlétisme, où il excellait particulièrement. Il a même été, autant que je me souvienne, champion de Provence de saut en hauteur. Ses qualités intellectuelles, évidemment, étaient à l'instar de ses aptitudes physiques. Esprit vif, ouvert, il accumulait les connaissances dans les domaines les plus variés et il s'intéressait à toutes les disciplines intellectuelles. Sa grande culture et même son érudition lui ont permis ultérieurement de participer avec succès à divers jeux télévisés. Nous en parlerons. Mais non, je ne fais qu'effleurer, j'essaie. Alors je me souviens entre autres qu'en classe de seconde, en 1957, il était âgé de 15 ans, il s'adonnait entre autres à la versification et il écrivait dans une forme irréprochable de nombreux poèmes, parfois parodiques et facétieux. J'en ai d'ailleurs retrouvé quelques-uns qu'il m'a dédiés. Il savait utiliser aussi les techniques de son temps. C'est ainsi qu'avec son magnétophone à bande, acquis dans le courant des années 50, il enregistrait des pièces et des sketchs radiophoniques, ainsi que des chansons qu'il composait. Parallèlement, ses parents lui avaient transmis leur amour de l'opéra, qu'il m'a fait partager. Ainsi, du haut de l'amphithéâtre, animé par une passion commune, nous avons assisté assidûment, pendant plusieurs années, à toutes les représentations données chaque saison à l'Opéra de Marseille. Entre deux spectacles, nous écoutions des opéras ou des récitals enregistrés par les meilleurs chanteurs lyriques de l'époque. Il faut préciser que Pierre possédait déjà une discothèque impressionnante, composée en grande partie de 78 tours, et qu'il n'a jamais cessé d'accroître cette collection en arpentant tous les dimanches le marché aux puces dans l'espoir d'y découvrir des raretés. Son attrait pour le chant lyrique ne se limitait pas à l'écoute des interprètes célèbres. Possédant une très belle voix de baryton, il a suivi des cours de chant au Conservatoire de Marseille. Il a même fait partie des chœurs de l'opéra.
Quand nous avons effectué nos études universitaires à Aix-en-Provence, son goût pour l'histoire l'a conduit naturellement à suivre les cours de la faculté de lettres, tandis que j'avais opté pour des études de droit. Mais ces orientations différentes, pas plus que notre service militaire, nos mariages ultérieurs, les naissances de nos enfants et notre entrée dans la vie professionnelle, n'ont mis fin à notre amitié, même si nos relations se sont parfois distendues quand je ne résidais plus à Marseille. Il était le parrain de l'un de mes fils et je suis celui de l'un des siens. Lorsque j'ai pris ma retraite, mon retour dans notre ville nous a permis de renouer des liens plus réguliers. Je laisse à d'autres intervenants le soin d'évoquer ses éminentes qualités professionnelles ainsi que ses diverses et brillantes activités d'historien. Je terminerai cependant cet hommage sur une note nostalgique en songeant que peu de temps avant sa disparition, nous avons eu le plaisir de revoir les Huguenots qui n'avaient pas été représentés à l'Opéra de Marseille depuis 56 ans et surtout de fêter ensemble nos 80 ans comme nous avions jadis fêté tous deux nos 20 ans. Vraiment, merci, Monsieur Di Guardia, pour ces précieux témoignages très émouvants. Vous avez parlé de musique et c'est vrai qu'on l'a vu déjà dans l'enregistrement. Pierre était imprégné de musique. Il a fréquenté le conservatoire. Il était baryton. Donc, le voici dans une interprétation de Rigoletto, donc en 1966. Et pour nous parler de ce Pierre-là, nous allons lire un texte de M. Exergent que l'académicien Jean-Robert Cahin a eu l'amabilité d'accepter de lire. Hommage à Pierre Échinard de la part d'Édouard Exergent. J'ai connu Pierre Échinard au conservatoire lorsque j'avais intégré la classe de Pierre Barbizet. Dans les années 1965-67, les concours de fin d'année des classes d'art dramatique et d'art lyrique étaient publics. Ces moments, très attendus par une foule passionnée, s'avéraient des rendez-vous incontournables, dépassant le simple propos de la compétition pour devenir un véritable spectacle. Mon goût déjà affirmé pour le théâtre me portait à suivre ces épreuves. C'est ainsi qu'en 1966, Pierre Échinard, élève de Fernand Lagarde, avait choisi, avec sa voix de baryton, de concourir dans le rôle de Rigoletto. Vous voyez ici. Ce fut pour moi une révélation et le début de notre grande amitié. Pierre s'était magnifiquement identifié au personnage, lui apportant tout le tragique d'une paternité bafouée, meurtrie. La récompense institutionnelle, un deuxième prix, n'était pas à la hauteur de l'interprète qui fut toutefois salué par une inédite mention spéciale de la presse. Après 8 années passées au conservatoire, il renonça à poursuivre une carrière lyrique pour devenir l'éminent historien que l'on sait. Restant fidèle à sa première passion, il fréquenta assidûment l'Opéra de Marseille. Il alla jusqu'à en écrire l'histoire et participa longtemps à la rédaction des programmes accompagnant les représentations. Pour rappel, pour la saison 1966-67, l'Opéra l'avait accueilli parmi les renforts des chœurs pour les représentations de Tannhäuser et des Huguenots. Au-delà de notre indéfectible partage musical, Pierre resta un ami authentique. Bien que nos vies nous aient séparés, lui à Marseille, moi à Paris, nos rencontres furent toujours des instants privilégiés. Je veux rendre ici un hommage confraternel à l'esthète, à l'homme de culture, à l'honnête homme que les classiques ont magnifié. Édouard Exergent. Merci beaucoup. Donc, tout en continuant à s'intéresser à la musique, Pierre va se tourner vers des études supérieures d'histoire. Et ces études vont le passionner. Elles seront couronnées de succès, puisqu'en 1969, il obtiendra un doctorat dont le thème était le grec et Philhellène à Marseille, de la Révolution française à l'indépendance de la Grèce, sous la direction de Pierre Guéral. Et ces travaux étaient d'une telle qualité
que cette thèse a été doublement primée, comme le montre l'article de Jean Contruxy, qui est parmi nous ce soir, et qui relate qu'il a reçu le prix Thérouanne de l'Académie française et le prix Maréchal de Villars de l'Académie de Marseille. Cet amour de la Grèce, il va le cultiver toute sa vie. Il va se dévouer dans des associations et promouvoir la culture grecque. Et pour nous en parler, je vais de nouveau demander à Jean-Robert Cahen de nous lire le texte de quelqu'un qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui tenait à lui rendre hommage. C'est l'actuel président de l'association France-Grèce, M. Boudignon, et qui lui aussi tenait à dire quelques mots sur Pierre, auquel il a succédé. Merci. Désolé, j'ai été pris au dépourvu pour faire le lecteur. Donc Pierre Échinard et France-Grèce, de la part de Christian Boudignon. Pierre Échinard, l'historien qui aimait Marseille et la Grèce. Pierre Échinard a été aussi un grand philhellène, c'est-à-dire un ami de la Grèce, sous toutes ses formes. Il aimait beaucoup ce terme de philhellène qu'il répétait avec gourmandise. Pour lui, à côté des Grecs de Marseille, dont il avait écrit l'histoire au XIXe siècle, à travers des travaux scientifiques remarquables, il y avait la place pour des Français philhellènes. Ceux-ci partageaient avec les Grecs de Marseille la passion pour la Grèce antique et moderne, sans épouser nécessairement toutes les querelles gréco-grecques, pour ainsi dire. Prenant la suite de son directeur de thèse, Pierre Guiral, Pierre Échinard fut de 1987 à 2009, pendant plus de 20 ans, président de l'association France-Grèce, filiale de l'Union hellénique, elle-même fondée en décembre 1944. En 2006, il a été fait ambassadeur de l'hellénisme. On retient évidemment plus aisément l'honneur, j'y vois plus, l'honneur que constitue ce titre que le travail patient, mais ô combien plus productif, de président de l'association France-Grèce. Animer ainsi cette association, c'était promouvoir la culture et l'histoire, tout en tissant des liens d'amitié et de convivialité entre les membres et les intervenants. Sous sa présidence se succédèrent donc les conférences sur la Grèce suivies de repas, mais aussi des voyages, comme à Londres, pour contempler au British Museum la frise des Panathénées du Parthénon et même l'organisation d'un congrès de philhellènes. C'est en effet à son initiative que s'est tenu un forum panhellénique les 11 et 12 novembre 2005 à Marseille. Il s'agissait du 3e congrès national du CLAP, le Comité de liaison des associations philhellènes de France. Souvenir de ce grand moment, cette photo qui réunit les 3 organisateurs marseillais, aujourd'hui disparus. Par sa connaissance historique profonde de Marseille, de la Grèce et de leurs liens aussi anciens que profonds, par son entre-gens, son humour et son affabilité, Pierre Échinard a fait vivre avec panache l'hellénisme et le philhellénisme marseillais pour la dernière génération de Français formés par l'école, avant mai 68, à l'amour de la culture grecque. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation nouvelle. Les institutions marseillaises, comme le Musée d'histoire de Marseille ou le MUSEM, ont souvent pris le relais des associations, mais le souvenir de l'action continue et passionnée de Pierre Échinard restera certainement un jalon important dans l'histoire de l'hellénisme marseillais. Christian Boudignon. Merci beaucoup, M. Cahen. Alors, un autre spécialiste des langues orientales a tenu aussi à lui rendre hommage, et je vais demander à M. Marcelin, président de l'Académie de Marseille, de lire le texte donc, de M. Raymond Mugnaioni. Donc ce n'est pas Michel Marcelin qui vous parle, c'est Raymond Mugnaioni. Alors l'exercice n'est pas simple puisque ce n'est pas moi qui ai écrit le texte et comme Jean-Robert, je l'ai découvert au dernier moment, je vais donc essayer de faire pour le mieux. Je précise tout de suite que Raymond Mugnaioni est celui qui a succédé à Pierre Échinard sur son fauteuil d'académicien.
Évoquer Pierre Échinard, auquel j'ai eu l'honneur de succéder sur le fauteuil 24 de l'Académie de Marseille, c'est faire revivre une figure lumineuse de la vie intellectuelle marseillaise et méditerranéenne. Un homme en qui la rigueur de l'historien s'unissait à la ferveur du passeur de culture. Historien érudit, enseignant passionné, directeur de revue attentif, mais aussi amoureux des hommes et des civilisations, il fut avant tout un véritable ambassadeur du savoir et de l'esprit. Né à Marseille, dans cette cité phocéenne qui porte dans son nom même la mémoire de la Grèce antique, Pierre Échinard vit dans le destin de sa ville le reflet fidèle de cette Méditerranée des échanges et des libertés. Très tôt, il comprit que Marseille n'était pas seulement un port, mais une idée, celle d'un lieu de passage où les peuples se rencontrent et où les cultures se fécondent. C'est cette intuition qui donna naissance à sa thèse, dont on vous a déjà parlé, sur les Grecs et les Philhellènes à Marseille, de la Révolution française à l'indépendance de la Grèce. Cet ouvrage, comme vous l'avez vu couronné par l'Académie française, demeure un texte fondateur. Il révèle combien la cause grecque au début du XIXe trouva à Marseille un écho passionné. Dans ce travail d'une érudition exemplaire, Pierre Échinard montra comment des commerçants grecs installés dans la cité, des intellectuels, des artisans, des républicains convaincus, mais aussi de simples citoyens, furent saisis par la ferveur philhellénique qui traversait alors l'Europe. Pour lui, cette solidarité entre Marseille et la Grèce n'était pas un simple épisode historique. Elle incarnait une rencontre de valeurs, une alliance spirituelle fondée sur la liberté, la dignité humaine et la mémoire d'un héritage commun. Car Pierre Échinard n'envisageait jamais l'hellénisme comme un objet d'étude figé ou muséal. L'hellénisme, pour lui, était une manière d'être au monde, une éthique de la clarté et de la mesure, mais aussi une fidélité à l'esprit critique et à la beauté. Cette kagatia que les anciens Grecs plaçaient au cœur de leur humanité. Ils voyaient dans la Grèce non pas un passé révolu, mais une source vive, un foyer de sens, de raison et d'espérance. C'est pourquoi son engagement pour la Grèce comme président de l'association France-Grèce, puis de l'association marseillaise des Épidoriens, prit une dimension profondément humaniste. Sous son impulsion, ces associations ne furent pas de simples cercles culturels. Elles devinrent de véritables ponts entre Athènes et Marseille, entre le monde grec et le monde latin, entre l'histoire et la vie contemporaine. Son dévouement fut reconnu à Athènes en 2006 lorsqu'il reçut le titre d'ambassadeur de l'hellénisme, titre qu'il portait avec discrétion mais fierté et qui venait consacrer une existence placée sous le signe du dialogue entre les civilisations. Il y voyait non une distinction personnelle, mais un hommage rendu à la ville de Marseille, cité même, cette ville de fossé, qui depuis 26 siècles porte dans sa pierre et dans sa langue les traces de l'esprit grec. Pierre Échinard sut incarner cet hellénisme vivant qui ne se réduit ni à la nostalgie de l'Antiquité, ni à la contemplation des ruines, mais qui trouve sa vérité dans la fidélité à trois vertus, la liberté, la lumière et la mémoire. La liberté, parce qu'il voyait dans l'histoire grecque, depuis l'Antigone de Sophocle jusqu'au combattant de 1821, la même intransigeance face à la servitude et à l'oubli. La lumière, parce qu'il croyait à la clarté du savoir, à cette exigence d'intelligibilité que les Grecs appelaient logos et qu'il plaçait au cœur de toute recherche. Et la mémoire, enfin, parce qu'il savait que les civilisations ne se transmettent pas seulement par les livres, mais par la parole, le regard, le partage, par cette chaîne invisible qui relie les générations et qui, selon Homère, fait de l'homme celui qui se souvient. Dans ses travaux, dans ses chroniques du quotidien, dans ses articles sur Marseille et la Méditerranée, cette fidélité à l'esprit grec se retrouve partout. Dans son goût du détail, dans son respect du réel, dans sa capacité à faire dialoguer l'universel et le local, le savant et le populaire. À travers lui, l'histoire devenait un art de la mesure et de la transmission, un art éminemment grec. À l'Académie, où il fut élu en 1995, avant d'en devenir le directeur en 2007, il exerça son magistère avec la même clarté d'esprit, la même élégance morale. Il fit de notre institution un espace d'ouverture, fidèle à cette idée, chère à l'Antiquité, selon laquelle la cité n'est véritablement grande que lorsqu'elle sait honorer ses penseurs. Son œuvre, son engagement, sa générosité intellectuelle continuent de nourrir notre mémoire commune. En lui succédant, je rappelle que c'est Raymond Mugnaioni qui parle, en lui succédant sur ce fauteuil, je ressens à la fois la gravité de la responsabilité et la joie de poursuivre une lignée où se rejoignent l'histoire et la lumière. Que son nom reste associé dans notre mémoire académique à cette double fidélité,
À Marseille, sa ville de cœur, et à la Grèce, sa patrie d'esprit, Raymond Mugnaioni. Restez avec nous, Monsieur Marcellin, puisque nous avons parlé de l'Académie. Et Monsieur Manuel Laugier, votre académicien, va nous rejoindre. Nous voudrions avoir quelques mots des rapports entre Pierre Échinard et l'Académie. Alors, un petit mot, pardon. Petit mot personnel. Lorsqu'on m'a contacté pour entrer à l'Académie, je connaissais Pierre Échinard déjà par les médias, on en a parlé, hein, ses interventions à la radio, à la télévision. Et lorsqu'on m'a proposé, on m'a dit, il y a un fauteuil qui se libère, est-ce que tu serais candidat? Je dis, oulala, c'est quoi ça, l'Académie? Mon épouse me dit, qu'est-ce que tu vas faire dans ce machin? Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Alors j'ai regardé sur le site web pour voir un peu qui étaient ces académiciens marseillais. Et j'ai vu notamment le nom de Pierre Échinard qui me parlait. Je me suis dit, ah, mais finalement, il y a des gens bien à l'Académie. Et j'ai eu le plaisir de côtoyer Pierre Échinard, de le rencontrer, de discuter avec lui, de blaguer, comme on dit à Marseille, parce que c'était quelqu'un, vous l'avez tous connu, qui appréciait beaucoup l'humour, et quelqu'un par qui j'ai appris beaucoup de choses, bien sûr, sur l'histoire de Marseille, comme vous pouvez vous en douter. J'ai appris aussi à rencontrer son épouse Hélène. J'ai vu combien ils formaient un couple complémentaire, riche et solidaire, et ça a été aussi un grand plaisir de les côtoyer tous les deux. Voilà ce que je tenais à dire sur mon impression personnelle sur Pierre Échinard. Merci, Monsieur Marcellin. Et donc, je vais laisser la parole à celui qui fut son filleul à l'Académie. Oui, exactement. Merci. Je suis moins doué que mon président Michel Marcellin, donc j'ai écrit ces quelques mots. Pour une fois, c'est moi qui écris mon propre texte, donc j'espère que je ne bafouillerai pas, je n'ai pas d'excuses. Donc l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille a eu une importance tout à fait particulière dans la vie de Pierre Échinard, comme Michel nous l'a dit. Il a été élu le 2 novembre 1995 et il succède à Édouard Rastoin, ingénieur des arts et métiers de formation et personnage de première importance dans le développement économique de Marseille de l'après-guerre. Alors, par tradition, lorsque l'on rentre à l'Académie de Marseille, on réalise l'éloge de son prédécesseur. Et Pierre m'avoua un jour que ce discours lui fut une terrible épreuve. En effet, il avait énormément travaillé pour rendre hommage à Rastoin, cherchant à restituer le contexte, le cadre historique, la généalogie, les antécédents familiaux, le contexte sociétal de ces grandes familles marseillaises. Et Jacques Bonadier, qui était présent lors de cette discussion, avait dit à Pierre, en lui balayant tout doute, « Pierre, j'étais là, ton discours était parfait. » Alors je n'étais pas là, mais j'ai lu son discours, et effectivement, ce discours était parfait. Pierre a été président de l'Académie, directeur de l'Académie en 2007. Dans le cadre de ses activités académiques, on lui doit une grande partie des notices du dictionnaire des Marseillais. On lui doit aussi une grande partie du dictionnaire du parler marseillais. Là, je laisserai Médéric Gasquet-Cyrus en parler bien mieux que moi. Pierre s'est occupé aussi pendant de nombreuses années d'organiser les entretiens académiques. En effet, à partir de 2007, dans cette salle même de l'Académie, se sont déroulées donc ces séances où chaque académicien intervenait. C'était pour Pierre essentiel que l'Académie joue un rôle important dans la ville et puisse s'ouvrir à ces Marseillais. Toujours au nom de l'Académie de Marseille et en collaboration avec Adrien Blesse, on lui doit entre 2000 et 2003 les 113 panneaux signalétiques, ce qu'on appelle les panneaux Decaux, qui ont continué longtemps et sans le savoir. Vous avez tous peut-être côtoyé Pierre Échinard au coin de votre rue. Il réalisa en outre aussi 2 revues Marseille consacrées à l'Académie. En 1997, le numéro 197, oui je bafouille quand même, en avril 2002, et le numéro 248, entré à l'Académie en juillet 2015, qui fait écho à cette exposition qui a été menée par Elisabeth Monetti et Daniel Giraudy. Et enfin, comme vous le disiez, effectivement, pour moi, Pierre a une importance tout à fait particulière, puisque le jour même de son anniversaire, le 10 octobre, il a accepté d'être mon parrain et de me faire rentrer dans cette grande famille qu'est l'Académie. Voilà. Je ne dirais pas ça devant Hélène quand même. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors les travaux
les travaux de Pierre Échinard, souvent en collaboration avec son épouse Hélène, ont été souvent couronnés d'honneur. Alors, il avait reçu, par exemple, il avait été fait chevalier, puis officier de l'ordre des Palmes académiques, comme le montre la photo. Mais je voudrais vous montrer une autre décoration qu'il a touchée, qui était l'ordre national du mérite. Il a été nommé chevalier. Et je voudrais m'y attarder parce qu'il avait fait un discours. Et dans ce discours, il avait consacré quelques lignes à Marseille. Et je voudrais vous lire ces quelques lignes. Cette ville, je n'ai cessé de l'apprendre, jour après jour depuis ma naissance. Je l'ai vécue encore blessée par la guerre, avec son moignon de transbordeur et ses immeubles éventrés. Puis héritière d'un signal de modernité, le premier d'une longue série que les Marseillais incrédules baptisèrent Maison du Fada. J'ai grandi entre l'Alcazar et l'Opéra, au centre-ville, que je n'ai d'ailleurs jamais quitté, à 2 pas de la Canebière. J'ai arpenté ses rues à pied et sa périphérie en tramway, avant d'explorer triomphalement, bidon en bandoulière et bâton à la main, les arrière-pays de la Bourdonnière, de l'Estaque, des Goudes ou de la Treille. Et j'ai participé très tôt aux émotions populaires d'un stade qui était encore vélodrome. Bref, j'ai vécu, comme beaucoup d'entre vous sans doute, des années d'enfance et d'adolescence qui m'ont attaché à tout jamais à cette cité, qui depuis n'a pas arrêté de se recomposer, d'évoluer, de changer, et en réalité d'être toujours la même, trop souvent victime de clichés et de discours convenus, toujours prête à rire ou à pleurer, blanche ou noire comme un mélo, à la fois chauvine et persécutée, résistant à toutes les normes et à tous les classements, mais avant tout porteuse d'une longue histoire dont je m'efforce d'approfondir pour mieux en approcher et en faire connaître, au-delà des mythes, la réalité. C'est en cela sans doute que résident les quelques mérites qui me valent la distinction d'aujourd'hui. Et il termine en disant « Alors, permettez-moi de dire que c'est à travers vous tous réunis ici que se trouve en fait la véritable justification de l'honneur qui m'est fait. S'il est vrai qu'on a les amis qu'on a mérités, mon mérite est de vous avoir, vous, et d'avoir Marseille, dont vous êtes à divers titres les vivantes illustrations, pour unique sujet d'étude et de passion. » Quel bel cri d'amour pour Marseille et les Marseillais. Alors, parmi les multiples activités importantes qu'il a menées durant sa vie, après ses études, il s'est consacré à l'enseignement et il est devenu professeur d'histoire au lycée privé du Sacré-Cœur. Alors, nous avons un élève, un de ses anciens élèves dans la salle, j'appelle Gérard de Taille, qui va nous parler du professeur Pierre Échinard, tel qu'il a pu l'avoir au Sacré-Cœur. Merci beaucoup. J'avais prévu, comme vous avez pu le voir, de donner des photos. C'est en général la chose que je fais le mieux. Je vais essayer quand même de témoigner parce que Hélène le sait, Edmond le sait, j'aimais beaucoup Pierre. Pierre, il a compté dans ma carrière comme peut compter un professeur. Dans les années 67, 68, j'ai passé mon bac en 68 et nul n'est parfait. Mais disons que, comme j'ai eu une mention, je lui disais toujours à Pierre, peut-être que je l'aurais eu tout juste une autre année. Mais n'empêche que je veux dire combien Pierre, qui était tout jeune prof d'histoire, nous a amusés formidablement. C'est-à-dire qu'il nous a enseigné l'histoire avec son humour, pour tous ceux qui l'ont approché, et avec une passion pour Marseille. Vous avez écrit tout à l'heure un historien passionné de Marseille. Je dirais plus que ça, amoureux de Marseille. Et pour l'être un peu, moi aussi, et pour avoir partagé avec Pierre très souvent cette passion pour les archives, pour la mémoire, je veux dire aussi à Edmond, et bien sûr à Hélène, combien cette transmission est très importante.
et je le dis devant Emmanuel, qui maintenant est en charge de toutes les mémoires et les collections que j'ai livrées au musée de Marseille pour qu'elles soient transmises aux générations actuelles et futures. Pierre a fait, je le croisais souvent dans les puces ou dans les brocantes. D'ailleurs, je croise Edmond de temps en temps, on ne dira pas où, hein, comme ça on garde les bonnes, les bonnes chines pour nous. Mais voilà, et Pierre m'a donné envie, à un moment où c'était important pour moi de prendre une décision. Vous en saurez plus quand vous verrez l'exposition la semaine prochaine au musée d'Histoire. Il m'a donné envie de créer la photothèque. Il a fait partie de ceux qui m'ont vraiment incité, comme l'avait fait Arnaud Ramère de Fontanier, un autre confrère, et d'autres confrères à l'Académie, mais Pierre particulièrement, note tout, il me disait. Note tout ce que ton père peut encore te dire. Et donc je suppose, Edmond, que tu vas avoir un travail fantastique pour préparer tout ça pour les lendemains, quels qu'ils soient, quels que soient les lendemains que vous choisissiez. Mais c'est tellement une mémoire colossale qu'il faut en prendre grand soin. Ensuite, il s'occupait beaucoup d'hellénisme. Il se trouve que j'ai épousé une grecque. Et que bien souvent, on en a parlé avec Pierre, et j'ai fait beaucoup de voyages en Grèce, beaucoup de reportages, des expositions, et que j'aimais beaucoup. Et on appelait d'ailleurs ces expositions la Grèce à l'œil humain, tellement je n'ai jamais oublié cette générosité dans les îles du Cap-Sounion particulièrement, et où, à Corinthe, par exemple, une vieille dame me sort la chemise du pantalon, je trouvais ça quand même curieux, mais elle était en train de faire sécher son raisin de Corinthe, et elle prend une poignée de raisin, elle me le met dans la chemise. On était sur les mêmes villes, les mêmes cultures, les mêmes transmissions et les mêmes générosités. Voilà. Merci beaucoup Pierre, et merci pour ce bel hommage au comité du Vieux-Marseille. Oui, j'ai oublié de dire, parce que Danielle sera contente, ma marraine à l'Académie, que nous avons porté, parce qu'elle y tient beaucoup à cette tradition, le poil lors du décès de Pierre. Et c'est une marque d'immense respect. Merci. Merci beaucoup, monsieur Détail. Alors, je voudrais ajouter quelques mots, très modestement, puisque pour payer mes études, avant d'avoir le CAPES, eh bien, je faisais des remplacements. Et j'ai, un petit peu après ces années-là, enseigné au Sacré-Cœur. Et donc, j'ai eu la surprise la première fois de rencontrer Pierre Échinard, que j'admirais. Je n'osais pas lui parler parce qu'il réunissait deux grandes qualités. C'est celle de réunir le savoir universitaire et aussi la connaissance du savoir populaire. Et ce mariage était unique, très plaisant. Et j'étais très admirative, j'allais souvent à ses conférences. Et je l'ai donc vu dans la salle des professeurs, il était très gentil, très abordable, toujours en train de prendre un sujet positif, avec beaucoup d'humour. Et je le revois encore prendre son petit café dans cette petite salle. Alors, il y a dans la photo, par exemple, M. Tran, le troisième en partant de la droite, qui aurait beaucoup mieux que moi parlé du Pierre, du collègue, de l'enseignant, mais je sais qu'il est dans la mémoire, il était très très apprécié de ses collègues du collège. Voilà. Et de ses élèves, n'en parlons pas aussi. D'ailleurs, justement, je rebondis sur ça, parce que c'est dans cette période-là qu'il a effectué des jeux télévisés, ce qui avait transporté d'enthousiasme les élèves, qui l'ont porté en triomphe, hein, à un moment donné, parce que, notamment, dans La tête et les jambes, il était resté 5 semaines. 5 semaines sans... c'était un espoir dont les journaux ont parlé, d'ailleurs. Alors, avant cela, il avait le premier jeu, vous voyez, c'était en 1975. Et donc, c'était dans Pièces à conviction. Et il a pris goût, il était très brillant. Il a même fait avec Hélène, son épouse, en 1981, une chasse au trésor, qui d'ailleurs a eu quelques difficultés parce que vous avez trouvé tout de suite la réponse. Or, la chasse au trésor, normalement, il faut tenir, dire les énigmes, etc. On avait la réponse, mais il fallait trouver l'endroit. Il a été trouvé juste avant la fin. Voilà. Voilà. Et donc, pour
pour montrer et faire revivre ce moment très agréable et qui avait beaucoup plu et qui avait donné le goût aussi de la télévision à Pierre Échinard. Nous avons 3 petits extraits. Donc, dans les 2 premiers, il est interviewé. Donc, vous savez que le principe, c'était un candidat répond à des questions de culture générale, souvent difficiles. S'il n'y arrive pas, un autre prend le relais dans dans quelque chose de sportif ou de physique. Hein, voilà. Et donc, il s'est amusé, là, vous verrez dans l'interview, à inverser les rôles dans les 2 premiers. Et dans le 3e, c'est carrément un tout petit extrait de l'émission elle-même, et vous verrez qu'il est très brillant. Donc, c'est la vidéo 2, 3 et 4. Je m'entraîne pour aller au Canada. Monsieur l'évêque m'a dit qu'il allait faire la tête et que c'est moi qui ferai les jambes. Alors, oui, son alter ego était québécois, c'était un bûcheron. Un bon coup. Personne chronomètre au moins. Et dire que j'avais juré de ne plus toucher une hache de ma vie. On enchaîne donc, la 2e. Alors aujourd'hui, Monsieur Échinard, on ne sait plus où sont la tête des gens, tout est inversé, semble-t-il, et je crois même que vous voulez passer derrière la caméra maintenant. Ah ben oui, pourquoi pas. Je crois que ça serait également une bonne solution. Vous savez, les émissions d'histoire, surtout présentées de manière un petit peu vivante, ça m'intéresse toujours beaucoup. Quand je vois des gens comme Decaux ou même le cabaret de l'histoire qui passait il y a quelques années, ça permet aux gens de s'amuser tout en apprenant quelque chose. Ce serait peut-être pas une mauvaise chose également dans la région de voir un peu dans ce sens-là, bien sûr. Et la 3e, donc. C'est en 1960 que Pierre Bellemare présente pour la première fois son plus grand jeu, la tête et les jambes. Monsieur Échinard, je vous demandais bien vouloir passer par ici, s'il vous voulez bien. Le principe est simple. Un téléspectateur joue en répondant à des questions de culture générale. Et en cas d'échec, c'est un athlète confirmé qui a la charge du rattrapage en tentant de remporter des épreuves sportives de haut niveau. Alors là, j'ai placé, monsieur, quelques professions qu'ils exerçaient bien sûr avant d'être président de la République. Alors, monsieur, commençons par ce cher Sadi Carnot. Alors, Sadi Carnot était ingénieur. Youpi, en effet, monsieur, nous le voyons, en costume d'ingénieur avec ses outils. Voilà, vous voyez la rapidité avec laquelle il répond. Alors, ça lui a donné d'ailleurs le goût de faire une émission qu'il a présentée pendant quelques temps, entre 1975 et 1976. C'est qui s'appelait Provence en tête, à la télévision régionale, mais des coupes budgétaires ont fait qu'à ce moment-là, l'antenne a été donnée à Paris. C'est-à-dire le créneau a été occupé par l'antenne nationale et l'émission a été supprimée. Voilà. Mais ce qui a beaucoup marqué Marseille, bien sûr, ce sont la qualité de ses travaux historiques divers. Et il a utilisé tous les supports. Donc nous allons voir dans quelques-uns de ces travaux, nous allons l'évoquer avec ceux qui ont travaillé avec lui. Et nous allons commencer par celle qu'il a éditée. Donc j'appelle Madame Jeanne Lafitte. Non, là c'était simplement pour montrer qu'il présentait ses travaux d'édition. Madame Lafitte, si vous voulez nous rejoindre. J'avais préparé quelque chose à lire, mais je ne pourrais pas le lire debout. Ah, mais asseyez-vous. Non, mais installez-vous. Non, j'ai besoin uniquement de ce bouquin, de ce livre-là. Je ne pensais pas parler en premier comme ça, et je pensais que des historiennes devaient... Mais elles vont vous rejoindre, d'ailleurs, elles peuvent vous rejoindre tout de suite. Hein. J'appelle donc Sylvie. Voilà, Orsini. alors moi, j'avais l'idée, étant donné, mais je m'assieds quand il faut lire, j'avais l'idée tout simplement de m'adresser à Pierre et non pas à cette assistance. Parce que depuis qu'il est mort,
Il m'arrive très souvent de lui parler. C'est inévitable. Quand on travaille sur l'histoire de Marseille et qu'on a le goût, évidemment, de ces choses-là, on continue toute sa vie à le faire. Et de ce fait, Pierre manque. Parce que on prend son téléphone, on l'appelle, et puis on lui dit « Pierre, tu le sais, ça, tu pourrais me dire quelque chose là-dessus ?» Voilà. Donc, avec Pierre Échinard, il existait entre nous une complicité. Nous aimions tous les deux l'histoire de Marseille, et Marseille en particulier, et nous correspondions, pas par écrit, hein, très, très, très souvent par oral, et on se voyait bien sûr dans toute manifestation, et on se posait des questions, et je lui en posais beaucoup plus que ce qu'il pouvait m'en poser, bien sûr. Alors, en ce qui concerne l'édition, le livre qu'on a montré tout à l'heure, celui-là, c'est moi, effectivement. Mais celui d'avant, c'était Édisud. Parce que c'est Édisud et M. Chaudoreille qui a édité Pierre Échinard aussi. Donc, ce Marseille au quotidien, c'est celui qui nous a rapprochés tout dernièrement, où j'ai dû lui parler, gentiment bien sûr, mais de mes découvertes, parce qu'évidemment, il ne les a pas mis dans ce bouquin. Et donc, de ce fait, j'étais en correspondance avec lui il n'y a pas plus de 3 mois, quand j'ai fait la découverte de ce sieur Roubaud qui nous intéressait tous les deux. Mais vous voyez qu'il a collaboré à ces 2 ouvrages. L'un était Armogat et Pierre Échinard, et l'autre était l'Esprit Gymnase, donc ce lieu qu'il connaissait tant. Alors s'il y a des domaines, bien entendu, où Pierre Échinard était présent pour l'édition marseillaise et les nôtres en particulier, c'était que chaque fois qu'on était avec un iconographe qui travaillait pour nous, quand il y avait un hic sur quelque chose qu'on ne trouvait pas, c'était vers Pierre qu'on se tournait, bien entendu, et nous avons travaillé ensemble très, très, très souvent pour tous les ouvrages illustrés sur Marseille qu'on a pu publier. Alors Pierre, par rapport à ce bouquin que j'ai publié, je voudrais te dire que le Roubaud, alors Roubaud, pour vous, les amis du Vieux-Marseille, je tiens à vous dire que c'était un personnage que Pierre Échinard a cité, a fait un article dans ce livre, et ce Roubaud, c'était un rigolo, on va dire. Celui qui faisait des calembours, celui qui allait dans les spectacles, qui écrivait, qui jouait au théâtre, qui chantait, enfin, il a tout fait. Il a tout fait, et Pierre en fait une description formidable dans ce livre. Et si je vous en parle, et si je lui en parle, c'est parce que ce Roubaud était l'associé de celui qui a créé notre librairie à Marseille. Et donc Laffitte et Roubaud, ils étaient inséparables, et je me suis demandé pourquoi. Ils étaient inséparables tout simplement parce que Roubaud était bouquiniste, et je l'ai appris par Pierre, était bouquiniste à la mairie, à la loge, à l'époque de 1830 quand même. Et mon ancêtre était au 43 de la rue Coutellerie. Donc ils n'étaient pas loin, ils ont dû se connaître, et ça a pu se passer comme ça. En tous les cas, ce Roubaud, je l'ai retrouvé, et c'est là où j'en ai fait part à Pierre, parce que figurez-vous que là, dans cet article, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Or, voilà-t-il pas que dans Le Point, un gros dossier a été fait sur un Franz Roubaud, qui est le peintre du Tsar, et que l'alias Poutine met en avant tant qu'il peut, comme si c'était le sien. Et donc, ce Franz Roubaud est le fils d'un libraire marseillais, et donc c'est le fils de ce Roubaud-là. Voilà tous les secrets que j'ai livrés à Pierre ces derniers mois. Voilà. Alors tout ça pour vous le rendre un peu plus vivant, parce que finalement, ceux qui, comme lui, ont beaucoup œuvré, ont beaucoup fait, et ont beaucoup laissé aussi en mémoire, en documents, en livres, etc., tout cela, ils continuent à vivre, et on est avec eux assez souvent. Merci. Vous le connaissiez depuis quand, sans être indiscrète? Comment? Vous le connaissiez depuis quand? Depuis notre bac, je crois. Quelque chose comme ça. En tous les cas, je sais qu'il m'appelait ma petite Jeanne. C'était beaucoup mieux que de se connaître depuis des décennies. Et puis ça la fout mal quand même de dire ça. Voilà, donc là aussi, une longue amitié. Par coquetterie, je vous dis pas. Merci. Alors,
il a travaillé avec de nombreux historiens. Alors, Sylvie Orsini a été l'un de Orsoni, pardon, était un de ceux-là. Et donc, Sylvie, quel souvenir as-tu de cette collaboration? Alors, j'ai rencontré Pierre Échinard en 2004 parce que le proviseur du lycée Thiers a voulu commémorer le bicentenaire de l'établissement de façon très marquante. Donc, il était tout à fait naturel qu'il demande à un ancien élève et à l'historien reconnu et tellement admiré qu'était Pierre de faire le livre d'histoire. Pierre aurait très bien pu le rédiger tout seul. Mais c'était un homme de partage, donc il a décidé d'associer 2 collègues en poste en histoire à ce moment-là, mon collègue Marc Dragoni et moi-même. C'était l'architecte en chef, il savait très très bien où il allait, mais il a partagé les périodes, il a traité tout ce qui concernait de 1802 à 1918, et il m'a confié en particulier la période 1918-47. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'à partir du moment où il confiait quelque chose, il faisait confiance. Et comme il faisait confiance, il donnait confiance et on était prêt à faire vraiment le meilleur. Donc nous avons travaillé dans une ambiance extrêmement chaleureuse. J'admirais, alors c'est vrai que c'était la référence, bon, quand il y avait un souci ou d'iconographie ou sur Marseille, j'ai pu visiter son antre de collectionneur, ça aussi c'était quelque chose d'assez impressionnant. Donc ça a été une collaboration à la fois chaleureuse, très formatrice en ce qui me concerne, et puis j'ai apprécié cette générosité et vraiment cette chaleur humaine et ces qualités humaines qui étaient inséparables de ces qualités intellectuelles dont on a beaucoup parlé. Donc j'ai regardé tout à l'heure le livre et c'est quand même beaucoup de nostalgie, ce sont des très bons souvenirs, mais la nostalgie c'est bien aussi, finalement. Merci Sylvie Orsoni. Alors, une autre collaboratrice et consoeur qui a beaucoup aimé Pierre Échinard et qui a travaillé avec lui ne pouvait être là. Il s'agissait d'Éliane Richard. Et nous avons enregistré son témoignage dans la vidéo qui va passer donc, ensuite. Non, c'est pas celle-là. Non, ça c'est... Ah, elle est peut-être en bas. Je vais aller voir. Alors, nous avons un léger problème de calage de vidéo, c'est-à-dire que vous reconnaissez bien que ce n'est pas Madame Éliane Richard, mais un intervieweur. Et donc, un petit problème de numérotation. Alors, on en profite pour... Non, je n'ai même pas la possibilité de vous repasser les couvertures de livres parce que c'est... Alors je vais peut-être vous chanter quelque chose. Voilà, Éliane Richard. Bien, c'est avec émotion que je partage aujourd'hui l'hommage qui est rendu à Pierre Échinard. Comme lui, je suis historienne. Comme lui, je suis spécialiste du 19e et des débuts du 20e siècle. Et comme lui, je suis très attachée à Marseille, ma ville d'adoption. Rien d'étonnant dès lors à ce que nous nous soyons rencontrés. Nous avons tous deux collaboré à des ouvrages collectifs, comme par exemple Les Marseillais dans l'histoire, un dictionnaire initié par l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, ou aussi Marseille, un terroir et ses bastides, un ouvrage réalisé par le comité du Vieux-Marseille. Mais surtout, c'est avec Roland Catty, un autre historien, également décédé, que nous avons monté une petite équipe pour mener des recherches sur les milieux d'affaires marseillais au XIXe siècle. Recherches dont nous avons publié les résultats en 1999
dans un ouvrage intitulé « Les patrons du Second Empire » et qui s'insère dans une collection nationale dirigée par Dominique Barjot sur le patronat marseillais du XIXe siècle. Je suis la seule survivante de ce trio, la seule pour témoigner de ce que furent ces longs mois de travail en commun. J'en garde un excellent souvenir. Pierre était un collaborateur efficace, un historien rigoureux et une personnalité très sympathique. Nos itinéraires se sont à nouveau croisés quand je suis entrée 2 ans plus tard à l'Académie de Marseille, où il a d'ailleurs été un de mes 2 parrains. Et c'est désormais au sein de cette institution que nous avons continué à nous rencontrer et à collaborer pendant plus de 20 ans. Ainsi est née entre nous une solide amitié qui s'est élargie à nos familles respectives, d'autant que depuis de nombreuses années, je travaillais déjà avec son épouse Hélène sur l'histoire des Marseillaises. Nos relations de travail se sont alors doublées de rencontres très conviviales. Ainsi, avec le décès de Pierre, j'ai perdu bien plus qu'un collaborateur, bien plus qu'un confrère. J'ai surtout perdu un ami. Donc, je vais appeler ici Madame Brémondy, qui est directeur du musée du terroir marseillais à Château-Gombert, qui a eu l'occasion de travailler avec Pierre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'activité des expositions et toute l'activité aussi avec les musées. Donc, quelques mots, Madame Brémondy. Merci. Alors, Pierre, ça remonte aux années 80, lorsqu'avec Jean-Pierre Mazet, le conservateur du musée, nous avons décidé de lancer l'association des amis du musée. Et Pierre et Hélène ont été de vrais amis, ils nous ont aidés à lancer tout un cycle de conférences avec de nombreux amis qui réunissaient évidemment des historiens et qui nous ont permis, et des animateurs. Ça a été une longue amitié, et puis il a participé vraiment à enrichir notre activité, et puis surtout participer aussi à des animations, des rencontres littéraires, et notamment une exposition que nous avions donc réalisée, et on peut dire qu'on l'a montée entièrement avec lui. C'était plein feu sur Marseille à travers la chanson marseillaise, le cinéma, les films. Il nous a fait rencontrer des tas de personnes qui après ont nourri toute la programmation donc des conférences et des animations que nous proposions au musée. Ça a été de riches rencontres avec Jacques Bonadier, Médéric Gasquet-Cyrus, le groupe Quartier Nord qui a permis des animations au théâtre de plein air. Et Pierre nous a été d'un conseil du quotidien avec Hélène. Et ça a été une très très longue amitié, jusqu'à encore malheureusement il n'y a pas longtemps. Et pour nous, il reste dans nos mémoires et surtout au musée éternellement avec nous. Et nous sommes évidemment très, très fiers d'avoir pu travailler avec lui et avec Hélène également aussi. Voilà, merci. Merci Madame Brémondy. Alors, nous allons évoquer, on ne peut pas ne pas le faire rapidement, mais le journalisme, puisqu'il a écrit beaucoup d'articles de journaux et dans les revues. Et je vais inviter Monsieur Gabriel Chakra à venir nous rejoindre pour dire quelques mots de cette période où il a tenu, notamment, il avait commencé, vous voyez, au soir en 78. C'était une chronique sur les faits divers. Et puis il a continué. Et dites-nous quelques mots sur cette période de journalisme et de chronique. Moi, j'ai connu Pierre dans les années 72. Moi, je suis rentré au Méridional en fin 68.
quand il venait nous voir. Il a d'ailleurs écrit beaucoup de chroniques. La substance de son livre est tirée par la série de chroniques qu'il rédigeait dans le Méridional dimanche. À cette époque-là, moi j'étais sur le terrain, soit dans la ville ou à l'étranger. Mais Pierre était, lui, en relation directe avec Georges Galician et Alex Matalia, le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, c'était Marcel Greffeuil, avant que Gabriel Domenech lui succède. C'était ce que je garde de Pierre, c'est d'abord sa gentillesse, son humilité, et en même temps, il avait cette faculté d'écoute, de grande écoute. Il avait une âme, finalement. On parlait vous avez mis en valeur, évidemment, sa facette d'historien. Mais il était aussi journaliste dans l'âme, c'est-à-dire qu'il observait les gens, il marchait, et c'était quelqu'un, quand il marchait, qui regardait, qui levait les yeux. Et il voyait un petit peu la rumeur de la ville, les mots qui courent et ainsi que les airs fredonnaient aux fenêtres. Julie Pellison, c'était une dame qui était à la fenêtre et qui regardait les scènes de la rue. Et donc, il tirait sa substance, si vous voulez, de faculté d'observation de journaliste. Cela étant dit, je pense qu'il a été aussi un révélateur de trois personnalités dont on a complètement oublié aujourd'hui les noms. C'est d'abord Joseph Méry, qui a été un personnage très important, qui a été l'ami de Labiche à Paris, qui avait le petit défaut de faire rire Paris au détriment de Marseille, etc. Mais bon, Pessier Véniel. Ensuite, le deuxième personnage, c'est Gustave Bénédite, dont on ne parle plus, l'auteur du Chichois. Et puis, il y a Horace Bertin. Et s'il y a des jeunes journalistes dans la salle, je leur conseille de relire les chroniques de Horace Bertin. Ce sont des tableautins qui restituent l'âme de la ville au XIXe siècle. Et puis, il y avait aussi le fameux polémiste, c'était Victor Gelu, qui était aussi l'imprécateur, l'homme qui vitupérait les grands travaux du Second Empire, etc. Voilà, c'est en quelques mots, si vous voulez, ce que je peux dire de Pierre. Je l'ai connu au moment quand nous étions au cours des Siens d'Or, avant d'émigrer en 1973 du côté du centre méditerranéen de presse à Roger Salingro. Voilà. Merci beaucoup, M. Chakra. Je demanderai à Emmanuel Augier de nous parler un petit peu de la revue Marseille, puisque une revue qui lui tenait à cœur. Il avait été accueilli, par Jacqueline Magne, qui représentait la mairie. Et vous-même, quelle était l'expérience que vous avez Alors oui, la revue Marseille a été extrêmement importante. Moi, par rapport, Gérard, à toi, je n'ai pas connu Pierre comme professeur. Moi, je l'ai connu en fait comme un auteur. Je connaissais le Pierre Échinard, historien, extrêmement impressionnant par ses travaux. Et lorsque j'ai été contacté par Michel Schaeffer pour prendre sa suite, qui était le directeur artistique de la revue Marseille, j'ai été accueilli par un Pierre Échinard extrêmement abordable, d'une immense gentillesse, d'une très grande accessibilité pour moi qui était un jeune chercheur. Je me présentais à lui, voilà, comme ça, sans aucune référence, et j'ai été tout de suite presque embarqué dans l'aventure. J'étais obligé de prendre des notes parce que la revue Marseille, c'est une aventure éditoriale pour les Échinards. En effet, la revue Marseille existe sans interruption depuis 1936. Pierre prend la responsabilité de cette revue en 1994 avec le numéro 173
qui a pour titre « 100 ans de cinéma ». Eh oui, connaissant la carrière de Pierre, ce n'est pas vraiment quelque chose d'étonnant. Il terminera 86 numéros plus tard, au numéro 258 pardon, sa carrière, avec une livraison consacrée au quartier de derrière la Bourse. Et là aussi, comme vous l'avez vu au tout début de cette représentation d'image, il publiera une photographie où on le voit, lui tout jeune, dans ces terrains de derrière la Bourse. Il me fera cette confidence, il me dit voilà, prends cette photographie, publie-la dans la revue, ça restera entre nous, et entre nous ce soir. Avec cette image, en fait, ses parents se sont rendus compte que le jeune Pierre Échinard avait appris à lire. En fait, tout jeune, 3-4 ans, il était sur ces terrains vagues, il y avait la foire à l'époque. Et ses parents se rendent compte qu'il réussit à déchiffrer les inscriptions qui sont sur les tentes, sur les camions ambulants, et ils s'aperçoivent que le jeune Pierre, en fait, il sait lire, déjà tout jeune. Ça a été une véritable aventure éditoriale dans laquelle je me suis embarqué donc, avec les Échinards. En fait, lorsque Michel Schaeffer me dit, voilà, est-ce que vous voulez prendre ma suite? Je dis oui. J'oublie de lui demander ce qu'il fait, donc ça déjà manque d'attention de ma part. Il me dit, vous inquiétez pas, vous vous occupez des images. J'ai dit d'accord. Et le reste, il me dit, le reste, c'est les Échinards. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Dès la première revue, j'avais compris. Donc, comment se passe notre ambiance de travail? D'abord, il faut savoir que depuis Roger Duchesne, qui était le prédécesseur de Pierre Échinard aux têtes de la revue Marseille, les numéros sont thématiques. Donc chaque fois, il faut trouver un axe différent. Il faut trouver un thème particulier. Alors, parfois, 100 ans de cinéma, la chanson marseillaise, c'est facile pour Pierre, mais parfois, c'est des thèmes dans lesquels moi-même, on ne comprend rien. Découverte scientifique. Donc, il faut s'armer de patience, recourir à tous les contacts qu'on a, faire marcher les réseaux, savoir précisément à qui s'adresser, trouver les bons contacts, créer déjà une ossature, commencer à contacter les auteurs, évaluer chaque article, et puis là, le travail ne fait que commencer. Pierre reçoit les articles bruts, il faut les relire, il faut les corriger, il faut les vérifier. Pierre, parfois, ira dans sa bonté naturelle à réécrire totalement les articles, heureusement d'ailleurs. Et là, le maquettage commence. Mais là aussi, ce n'est pas terminé. On arrive vendredi soir, la première épreuve arrive à la maison, donc on a 48 heures pour les relire. Lundi matin, sur le pied de guerre, je suis devant l'immeuble d'Hélène et Pierre. 9 heures, on rentre, et là je rentre dans l'appartement de Pierre et Hélène, qui est constellé de livres, de documents, de photographies. Chaque fois, je reconnais les travaux sur lesquels Pierre ou Hélène travaillent actuellement. Puis je reconnais la fine écriture de Pierre sur les documents, sur la table. Je reconnais aussi l'écriture d'Hélène. Je reconnais aussi l'écriture d'Edmond. Et là, on commence à travailler. Et là, on commence 1 heure, 2 heures, 3 heures, 8 heures plus tard, 19h, 19h30. On a terminé de relire toute la revue. On a tout vérifié. L'orthographe, la syntaxe, la ponctuation. On a vérifié toutes les dates. On a fait de nombreux allers-retours dans la bibliothèque, dans les bibliothèques, puisque tout l'appartement de Pierre et Hélène n'est qu'une bibliothèque. Et je dois vous dire que de ces moments de correction qui sont des moments où la tension est à son comble, hein, il faut respecter le planning, on n'a pas le droit à l'erreur. Le lendemain, moi, je dois fournir aux maquettistes le reste des corrections. Eh bien, des fois, les plus petites erreurs dans des textes nous font absolument mourir de rire. Et ce que je retiens de ces grands moments de correction, c'est les fous rires qu'on prenait. Et je me souviens, et je ne citerai personne, d'un fameux numéro sur les théâtres qui avait été particulièrement compliqué à réaliser. On arrive à la fin, là, ça fait 8 heures qu'on corrige, et il nous reste un article assez compliqué, et on bute sur quelque chose. On ne sait pas quel est le titre à donner à l'auteur. C'est généralement historien, journaliste. On ne sait pas. Pierre me regarde et puis me dit « Bah, mais écrivain, en 2 mots. »
Voilà ce que c'est pour moi la revue Marseille. C'est un travail d'équipe. Je reconnais ici de nombreuses personnes qui ont travaillé à la revue Marseille. On vous a tous contactés, vous avez tous répondu présent. Chaque fois, vous avez livré, et moi en particulier, je vous ai tous harcelés pour répondre à l'heure. Vous avez tous été présents ici. Ce que je retiens de Pierre, avec ce travail avec Hélène, avec Edmond, c'est ce travail d'équipe. C'est ces moments inoubliables où chaque fois, le navire éditorial arrivait à bon port. Merci vraiment Pierre pour tout ça. Merci Monsieur Gaulier. Alors, le temps court, hélas, et nous sommes obligés d'aller un peu plus vite, et donc nous ne pouvons pas terminer cette rencontre sans parler de la radio, de ce rôle important qu'a joué ce média. Et pour cela, je vais appeler donc Monsieur Bonadier et Monsieur Hureau. Merci d'être venus tous les deux. Voilà. Alors, parlez-nous de ces années. Alors, bien sûr, le temps, hélas, court un peu, mais nous allons vous passer un petit enregistrement qui sera celui du générique de l'émission. D'accord. Déjà, je ne sais pas de quelle émission vous parlez. Donc. C'est l'enregistrement numéro 9. C'est lui, sur le générique. Allons-y. Je ne sais pas si le... Ah non, c'est pas celui. Non, c'est le 9. Ça, c'est le 8. Oui, malheureusement, nous devons rendre la salle. Donc, nous avons 100 ans de chansons à Marseille. Dalibert à Francis Lalanne. De Vincent Scotto à Quartier-Nord, un historien Pierre Échinard, un journaliste Jacques Bonadier vous raconte un siècle de spectacles marseillais. Des documents inédits, des disques rares, une passionnante histoire, en musique et en chanson. Voilà, quand même. 100 ans de chansons à Marseille. Dalibert à Francis Lalanne. De Vincent Scotto à Quartier-Nord, un historien Pierre Échinard, un journaliste Jacques Bonadier vous raconte un siècle de spectacles marseillais. Des documents inédits, des disques rares, une passionnante histoire, en musique et en chanson. 100 ans de chansons à Marseille, c'est tous les matins. Voilà. Et donc, alors voilà donc les émissions oui. que vous avez faites avec Pierre Échinard, oui. Qui était... Et Max-Henri Cabridens comme réalisateur, lui-même homme de théâtre et de music-hall, fils d'un grand auteur de revue qui s'appelait Marc Cab. Ce nom doit dire quelque chose à beaucoup d'entre vous. Bien sûr. Et voilà, Max-Henri Cabridens avec une petite fille, et Pierre Échinard et moi, et celui de droite, vous l'avez reconnu? Issa? Richard Martin. Richard Martin, hein, ouais. Qui était le récitant dans les émissions. À ce moment-là, oui. Voilà. Vous avez fait avec lui 100 ans de chansons à l'opéra, et ainsi que les cycles de conférences oui. à la Cité de la musique. Là, c'est à la Cité de la musique avec Cabridens et Échinard, au cours d'une des conférences musicales qui restituait le contenu des émissions que nous faisions par ailleurs à la radio. Voilà. Voilà. Et c'était un grand moment que vous avez partagé certainement. Je ne sais pas. Pour nous, c'était de bons moments en tout cas. Comme toujours avec Pierre Échinard. Alors, Monsieur Hureau, vous êtes venu un petit peu plus tard. Dites-nous en quelles circonstances vous l'avez connu. Moi, je dirige le Centre national du patrimoine de la chanson, qui a évidemment le malheur, on est en France, d'être à Paris. Et figurez-vous que quand je suis arrivé à la Villette, c'est dans un grand parc à la Villette, je suis arrivé dans ce parc, ça devait être en 96, la grande cité de la musique à côté, assez riche, se dit celui-là, il faut lui faire un cadeau et après on lui donnera plus rien. Alors je vais voir la directrice de l'époque, une femme assez étonnante, mais moi j'avais envie d'être moi-même. Elle me dit, voilà, on aimerait vous commander un grand travail sur la chanson et Paris. Je lui dis, eh bien ce sera non, madame. Ce sera non. Et là elle me regarde, elle dit, mais comment celui-là, il est fou, quoi. Non, je dis non. Elle me dit, alors ce sera quoi? Je dis, ben, ce sera Marseille. Et j'arrive à Marseille
Et heureusement que ce qu'on vient d'entendre là, ces émissions de radio existaient. Heureusement que la revue marseillaise existait, parce que c'était pour moi un coup de provocation que je sentais sincèrement, puisqu'on s'appelait Centre National, on n'allait pas parler que de Paris. Le grand escalier même du Casino de Paris a été inventé par un Marseillais. Qui dirigeait le Casino de Paris? Un Marseillais. Qui est l'homme qui a écrit le plus grand nombre de chansons dans notre pays? Vincent Scotto, un Marseillais d'une famille napolitaine. Tout ça ne pouvait que me plaire et me toucher. Mais en même temps, je ne savais rien. Je ne savais rien du tout. Et quand je suis arrivé, on m'a dit Pierre Échinard. Alors, qui est le on? Je ne sais pas. Je suis allé le voir et je vais reprendre ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il m'a appris un Marseille qui n'était pas mythique, mais un Marseille de la réalité. Et les premières personnes dont il m'a parlé, c'est absolument pas les gens du patrimoine, alors que c'est mon sujet, et du passé. C'était de Quartier Nord, de Massilia Sound System, de Yann Maria Carlotti, qui est le premier à se réintéresser dans les années 70, je dirais, où on dirait la chanson folk marseillaise, les Gatchempeg, 3 personnes très jeunes qui commençaient à s'intéresser à ça, Joe Corbeau, Massilia Sound System, et je me dis, mais voilà, je tiens les choses. Où est le patrimoine aujourd'hui? Et c'est ce qui m'a touché le plus. Pour le reste, je suis très touché vraiment d'être là, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Le fait qu'il soit monté sur une scène lui-même, qu'il ait chanté, qu'il ait joué, c'était un homme de troupe. Et c'est vrai qu'il aimait travailler en groupe. Et je dois vous dire que tout ce qu'on a fait après, bon, jusqu'à 2013, Capitale européenne de la culture, énormément de travail ensemble, j'allais toujours vérifier avec lui si c'était juste. Mais lui, il allait jusqu'à vérifier si on avait choisi le bon tableau pour nos scènes. Non mais franchement, si on avait choisi les bonnes chansons. Et on allait en parler ensemble, et ça s'appelle de la dramaturgie dans notre métier. C'est-à-dire, si on a quelque chose à dire, si on veut mettre en scène quelque chose, il faut charger ceux qui vont chanter, il faut charger ceux qui vont parler, et ça s'appelle la dramaturgie, la nourriture. Et il m'a apporté une nourriture immense. On est allé jusqu'à s'installer dans son immeuble. Merci les Échinards. On a habité un appartement dans l'immeuble, ce qui était très pratique pour travailler, pour faire par exemple sur la Canebière, quelque chose qui s'appelait, pour ceux qui connaissent bien l'histoire marseillaise, vous allez vous amuser, un spectacle qui s'appelait Quoi qu'il en soit. Et ce quoi qu'il en soit, qui présentait là tout près du gymnase, dans cette allée, une sorte d'immense torchon, comme on dit, levé de torchon, et qui essayait de raconter toute cette érudition. Parce que l'érudition, comment on la traduit sur la scène? Eh bien, on la traduit par la circulation entre les dramaturges, ceux qui nourrissent, et puis les metteurs en scène qui mettent en forme ce qu'ils viennent d'apprendre. Alors, merci Pierre, et merci aux Échinards. Merci à toi, parce que ça a compté. Ces émissions, je les ai toutes écoutées. Et je pouvais frimer et enfin parler avec vous sans qu'on dise il connaît rien, le Parisien. Merci beaucoup, Monsieur Hureau, d'être venu de Paris. Et enfin, nous allons appeler Médéric Gasquet-Cyrus et un représentant justement de Quartier Nord, Robert aussi. Et ils ont eux aussi donc, travaillé avec Pierre Échinard et ils vont nous raconter leur expérience. Merci beaucoup pour cette soirée, ces moments. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je vais juste partager quelques aventures, quelques projets avec Pierre et avec d'autres. 2 mots sur le dictionnaire du Marseillais. Pierre a été l'une des chevilles ouvrières de ce travail considérable fait avec l'Académie de Marseille. Et c'est vrai qu'en plus de fournir beaucoup d'illustrations, de références de disques, à l'année près, au mois près, parfois tel spectacle, etc., il allait chercher dans le livret pour telle ou telle référence. Il s'est chargé de beaucoup de notices encyclopédiques dans le dictionnaire. Donc la bouillabaisse, les Bastilles, le Cabanon, l'Aioli, mais aussi Molinari, dont on aurait tant besoin, hein, un peu partout. Voilà. Et l'expression vacagé en doum. Voilà, là aussi, on en a besoin régulièrement. Ensuite, je ne pense pas qu'on ait le temps. J'ai vu qu'on était pressé de passer les trésors du midi, mais on va le passer. On peut. Alors voilà, il a animé. Alors ça, moi, je ne le connaissais pas encore personnellement à ce moment-là, mais de 2001 à 2006, il a animé une chronique sur, à l'époque, France Bleu Provence, qui était avant Radio France Provence, maintenant ici. On s'en sort plus. Mais c'est digne du. On peut l'écouter. Oui. Mais c'est digne du théâtre chichois. Cette remarque qu'il arrive encore d'entendre à propos du théâtre provençal populaire
Se veut, vous l'avez compris, trop souvent péjorative. Façon de dire qu'on a affaire à un théâtre d'amateur, pas très évolué, pour ne pas dire primaire. Et pourtant, le théâtre chichois, comique, populaire et ambulant, a couru tous les tréteaux de Provence pendant près de 150 ans. Son créateur s'appelait Jean-Baptiste Drey. Né à Marseille le 22 juin 1820, fils d'un lapidaire et lui-même graveur de métier, il était très tôt monté sur les planches où il incarna fréquemment le nervi chichois créé par Gustave Bénédict en 1840 jusqu'à prendre son nom, Chichois, comme nom de théâtre. Drey Chichois, donc, bien entendu, jouait aussi avec succès les autres auteurs comiques provençaux, Pélabon, Bello ou Carvin. Et puis, l'âge venant, il se spécialisa dans le rôle des vieilles provençales, femmes du peuple, s'inscrivant ainsi dans une tradition de comique travesti qui s'est poursuivie jusqu'à Rélis. Il était volontiers Missé Mathieu, Missé Chichois ou Missé Pébron, autant d'héroïnes populaires aux expressions savoureuses et à la langue bien pendue qu'il mettait en situation dans des scénettes qu'il écrivait lui-même, en laissant une bonne place à l'improvisation et qu'il interprétait avec sa troupe familiale ambulante à Toulon, à Marseille et plus largement dans toute la Provence. Si bien qu'en 1884, par exemple, il eut l'honneur de jouer à Arles devant Mistral et Roumanie, qui ne lui ménagèrent pas leurs félicitations et leurs encouragements. Drey poursuivit ainsi ses tournées jusqu'à un âge avancé avant de se retirer à Châteaurenat, où il mourut en mars 1913. Sa formule de théâtre chichois provençal, comique, populaire et ambulant, lui a survécu grâce à ses descendants et à ses disciples qui l'ont perpétué jusqu'aux années 1980. Voilà, ça me paraissait important d'entendre la voix de Pierre seul parce que c'était une magnifique voix et une voix radiophonique aussi. Donc voilà, c'est bien d'entendre ce grain-là. Et l'accent aussi, parce que moi en tant que linguiste, il y a plein de points, et vous les avez relevés aussi j'imagine, de prononciation, mais je vais y revenir, vous allez voir. Alors on a eu la chance de faire cette série Marseille chante avec Jacques Bonadier, tous les trois, qui nous avaient été confiés par les ateliers de création radiophonique donc de Radio France, évidemment dans la lignée de tout ce qu'il avait déjà fait sur la chanson française, et vous l'avez dit Monsieur Hérault, c'était là aussi l'occasion de faire le lien entre Gelu, Massilia Sound System, Gatchampeg, etc. Donc on avait fait ce travail-là. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a commencé à travailler, et puis un jour, on reçoit un message en gros de Paris, parce que vous savez que Radio France est une grosse maison, et on nous dit, écoutez, en haut lieu à Paris, on trouve que c'est intéressant le sujet, mais le format que vous avez, la discussion à trois, et surtout, en gros, les accents, ça va pas. Donc, on va demander à une personnalité de dire les textes. Et nous, on a dit non. Incroyable. On a dit, non, en fait, on a fait un courrier, on a dit, écoutez, on a commencé à travailler, on a 23 épisodes, on devait en faire 90 pour Marseille 2013. On a dit ce sera avec nous ou ce sera pas. Et on s'est attrapé, on a eu affaire à cette centralisation, à ce diktat un petit peu de l'accent. Donc voilà, on a tenu bon là-dessus. Ensuite, on a fait avec Edmond et Pierre Marseille pour les nuls. Alors là aussi, ça a été une grosse aventure parce que d'abord, on se dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Puis quand on s'est lancé, on s'est rendu compte qu'on a eu affaire à une personne. Donc c'est les éditions First à Paris. Une première personne, un premier éditeur, puis une deuxième, puis une troisième. Et Pierre a dit je crois qu'on a tué encore un autre éditeur. C'est-à-dire qu'on voyait pas ses interlocuteurs, nous on faisait nos textes comme on pouvait. Et puis on avait l'impression qu'on épuisait des gens. Alors l'écriture s'est bien passée, sauf qu'on avait des délais quand même contraints, de plus en plus contraints. C'était un gros livre compliqué à faire. Et je me suis dit, plutôt que vous savez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait parler les morts. Vous avez vu, hein, on en parle de nos jours, là. Il y a des gens qui disent, tiens, avec une application, on va prendre quelqu'un, on va le faire parler, comme si on pouvait générer des textes. Alors moi, je me suis dit non, me suis plongé dans ma boîte mail, dans notre relation épistolaire, et j'ai pris quelques extraits de messages de Pierre, Edmond aussi, et moi, à ce moment-là, pour mettre en avant quoi ? Ce qu'on a vu, l'humour et les calembours. Et je sais que quand on a travaillé tous les trois, Jacques en avait marre de nos calembours. Et dès qu'on pouvait en caser un avec Pierre, on se regardait comme ça, et toi, je sais que tu n'aimes pas aussi, que ça te saoule. Et donc, je vous en livre 2-3, donc c'est Pierre dans nos mails, entre deux chapitres à rendre urgents, etc. Donc voilà ce qu'il dit. J'ai eu Jacques Hôtel, il est partant et prêt à supporter nos calembours, entre parenthèses, et ratatam. Bourg et ratatam, ça le faisait rire moi aussi, Jacques au moins. Ensuite, il le dit, toujours sur le livre, hein, rien n'a été dit concernant introduction, bibliographie et index, mais ce sera à mettre en place aussi comme Félicie. Voilà, vous l'avez.
Ensuite, Edmond et Pierre me mettaient sous pression pour que je rende tel chapitre. Et là, il me dit, attention, car si on met la pression, c'est pas de la petite bière. Ça, c'était pour me le faire passer, le délai. Bon, je passe sur maquette du Graal, maquette du Gras. Il y en a un, je suis sûr que c'est, quand il parle de la mémoire éléphantesque d'Edmond, j'imagine qu'il y a un Dantès dedans, j'imagine que c'est pas au hasard. Voilà. Et puis, vers la fin de l'écriture qu'il nous a demandé, là, des mois, etc., pareil, on a un petit coup de théâtre, enfin un petit message qui ne nous avait pas plu. Quelqu'un nous dit, vous savez, vous écrivez Hôtel Dieu avec une majuscule, or, il n'y a que celui de Paris qui a droit à une majuscule. Alors là, ça nous a engagés. On n'était pas d'accord non plus. On a préparé, je crois que c'est Edmond qui avait préparé un texte. Pierre avait dit non, il est un peu trop violent peut-être. Donc on avait un petit peu hésité. Et là aussi, on avait dit non, nous, notre Hôtel Dieu, il prendra une majuscule. Et je vais terminer en fait en disant l'importance de... Je vous ai parlé... Enfin, on a vu ici des archives, des vraies archives, c'est-à-dire des vraies photos, de vraies personnes, des vraies vidéos, d'un vrai monsieur, d'un vrai ami, d'un vrai père, d'un vrai... Quelqu'un qui nous a... Voilà. Et aujourd'hui, vous le savez, avec l'IA notamment, mais pas que, hein, l'histoire est falsifiée. L'histoire est falsifiée, le présent est falsifié, le futur est falsifié. C'est quelque chose de grave dont on doit s'emparer, dont nous devons nous emparer avec importance. Et au niveau de l'histoire, je vous ai parlé du Pierre souriant, sympathique, avec les jeux de mots, mais c'était un historien. Et je crois qu'on a plus que jamais besoin d'historiens dans ce monde où on est en train de réécrire l'histoire. Où il y a des gens, et vous l'avez dit aussi, tout à l'heure on l'a évoqué, qui disent, je le vois sur les réseaux sociaux, autrefois, Marseille, c'était pas ça. Sous-entendu, il n'y avait que des blancs. Autrefois, il n'y avait pas de misère à Marseille. Hier, j'ai vu sur un réseau social quelqu'un qui dit « Je regarde beaucoup les images d'archives de Marseille, je ne vois pas des gens dans les rues qui traînent. » Ces gens n'ont pas lu Bagatouni de Valère Bernard, n'ont pas lu toute la littérature, ne savent pas ce que c'est que l'histoire, ne savent pas la misère, ce que c'était. Tout à l'heure, on a vu les nerfs, la violence. Donc tous ces gens-là ont besoin qu'on leur fasse lire de l'histoire. On parle de montée de fascisme, on parle de montée d'extrémisme. On a encore besoin d'historiens, dont Pierre Échinard. Merci. Bravo. Et donc, Robert aussi, quelle expérience avec Pierre? Alors, l'expérience, je crois qu'on s'est connus d'ailleurs avec Jacques en 86, justement sur cette commémoration des 100 ans de chansons à Marseille, où il y avait pas mal d'émissions télé à France 3 Marseille, et puis il y avait aussi la scène à l'Opéra de Marseille. Et par la suite, après, on s'est lancé dans une série, je dis nous, le groupe Quartier Nord, on s'est lancé dans une volonté de faire ce qu'on appelait, enfin, c'était des comédies musicales complètement loufoques, très marseillaises, et on appelait ça les opérettes rock marseillaises. Et puis, il y a Georges Crescenzo qui est venu nous voir par la suite, et il dit, je cherchais qui étaient les successeurs de mon oncle, et en fait c'est vous. Et alors là, on a coincé parce que pour nous, l'opérette marseillaise, c'était très ringard. Nous, on faisait du rock très, très, très violent, très dur. Donc, pour nous, c'était le truc de nos aînés, quoi. Voilà, c'était ringard. Et puis après, on a commencé à penser à ça. Et on s'est dit, mais oui, peut-être qu'il y a une filiation. Et là, évidemment, il y avait un historien qui était de la chanson marseillaise, qui habitait pas loin de chez moi. Et donc, voilà. Alors, le truc avec Pierre, c'était que la générosité et la disponibilité. C'est-à-dire, allô Pierre, j'ai besoin de... Voilà, alors donc on a fait un album où on prenait des chansons des années 30 et 40 et on les a réarrangées, quoi, de manière plus contemporaine. Et là, on est allé chez lui, donc pour trouver les chansons originales, les textes, et puis plus tard, quand on a voulu faire la suite, on a eu la prétention de faire la suite de Un de la Canebière, donc dans une opérette qui s'est appelée Des Guns de la Canebière, donc c'était les petits-fils, etc. Mais on n'avait pas le livret. Alors là, pareil, allô Pierre, et donc Pierre, il disait, mais t'as qu'à passer. Donc voilà, et puis voilà. Et alors le truc qui m'impressionnait beaucoup aussi chez vous, c'était le musée. Le musée avait les rouleaux,
les rouleaux donc avant les 78 tours, hein, et ces archives, ce musée, donc c'était extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, nous terminerons ce panorama trop rapide avec quelques mots sur les liens avec le comité du Vieux-Marseille, dont faisait partie Pierre Échinard, et Georges Reynaud, qui a beaucoup collaboré avec lui et avec Hélène Échinard, va nous dire quelques mots. Alors, nous n'aurons pas le temps de passer les vidéos qui concernaient le prix Protis qui vous avait été décerné en famille, hein, aux 3 historiens, et la belle réponse de Pierre qui parlait de ses liens avec le comité. Mais Georges Reynaud va nous parler un petit peu de Pierre au comité. Merci. Alors, j'ai d'abord connu Pierre à la fin des années 80 par ses prestations dans la presse régionale écrite, parlée, télévisuelle. Dans le cadre du comité du Vieux-Marseille, il fit plusieurs conférences, souvent agrémentées par la diffusion de disques qui grattaient, mais aussi très rares. Conférences dont les sujets ont été conservés grâce à Jacques Mouton, que je remercie ici, qui en assura l'enregistrement en cassette vidéo. Voici donc les titres. 150 ans de chansons marseillaises, Le cabanon marseillais, Léon Gosselin, écrivain marseillais, Le théâtre du gymnase, L'âge d'or de la presse marseillaise, Gaby Delis. En ce qui concerne nos relations, dès 1989, des liens se sont créés par l'opération Julie Pélissonne, mémorialiste intarissable qui restitue la grande et la petite histoire de Marseille entre 1811 et 1837, même avec des retours en deçà de 1811. Le manuscrit des souvenirs de Julie ayant été confié au couple Échinard, il y eut une distribution des rôles, Hélène effectuant la transcription du texte, pas toujours facile, me consacrant à la rédaction de quelques notes, tandis que Pierre assurait tout le reste. L'introduction et plusieurs notes, notamment dans ses domaines de prédilection, le théâtre, la musique et notamment l'opéra, mais aussi la structure de l'ouvrage, ou plutôt des ouvrages, puisqu'il y eut 3 volumes, parus en 1995, 2001 et 2012. Le découpage en chapitres, sous-chapitres et paragraphes, tous pourvus de titres appropriés. Était-il nécessaire d'ajouter que j'ai toujours été impressionné par son amour inconditionnel pour Marseille, son Marseille pour les nuls, écrit en 2013, avec son fils Edmond, l'a récemment souligné, par sa rigueur d'historien, et je dirais d'historien appliqué, au sens bien sûr de particulièrement scrupuleux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Georges. C'est ainsi donc que nous devons terminer cette soirée bien trop courte. Nous n'avons pas, comme prévu, abordé tout ce que nous aurions voulu, mais ça vous donne une idée de tout ce qu'il a apporté. Et il a été précieux de revivre ces moments avec lui. Alors, si des personnes dans la salle désirent apporter un souvenir ou une remarque, il sera le bienvenu. La parole est à vous. Il suffira d'attendre le micro, puisque la séance est enregistrée. Il faut attendre que le micro arrive aux personnes. Voilà, je me présente. Je suis Jean-Marc Benzi. Je suis un ancien élève du professeur Échinard. Puisque j'ai fait mes études au pensionnat du Sacré-Cœur, à côté, que vous connaissez, qui sont derrière les Réformés. Et je suis venu pour lui rendre hommage, parce que peut-être qu'on n'a pas, je suis arrivé un petit peu en retard. C'était un enseignant remarquable. Nous nous rappelons, quand il faisait ses cours, il avait un magnétophone, hein, et il préparait son cours d'histoire à base d'archives sonores. Et nous, ça nous passionnait, on avait 10, 11 ans. Voilà. Et je l'ai revu 25 ou 30, 50 ans après, étant adjoint au maire de Marseille. Un jour, je le rencontre dans les escaliers de la mairie. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous là?
Et je dis, parce que je suis le directeur de la revue Marseille. Voilà, mais c'est surtout l'enseignant, il adorait ça, il adorait ses élèves, et je tiens ce soir à lui rendre hommage. Merci, monsieur, bravo. Voilà, bien, nous vous souhaitons donc un bon retour et merci d'être venu et rendre hommage à ce grand historien.